Chapitre 26. Première expérience de la vie. Le temps présent, grand Dieu. C'est l'arche du Seigneur. Malheur à qui y touche. Diderot. Le lecteur voudra bien nous permettre de donner très peu de faits clairs et précis sur cette époque de la vie de Julien. Ce n'est pas qu'il nous manque, bien au contraire, mais peut-être ce qu'il vit au séminaire. Est-il trop noir pour le coloris modéré que l'on a cherché à conserver dans ces feuilles? Les contemporains qui souffrent de certaines choses ne peuvent s'en souvenir qu'avec une horreur qui paralyse tout autre plaisir, même celui de lire un conte. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie de geste, il tomba dans des moments de dégoût et même de découragement complet. Il n'avait pas de succès, et encore dans une vilaine carrière. Le moindre secours extérieur eût suffi pour soutenir sa constance, la difficulté à vaincre n'était pas bien grande, mais il était seul comme une barque abandonnée au milieu de l'océan. Et quand je réussirais, se disait-il, avoir toute une vie à passer en si mauvaise compagnie. Des gloutons qui ne songent qu'à l'omelette au lard qu'ils dévoreront au dîner, ou des abbés Castanède, pour qui aucun crime n'est trop noir. Ils parviendront au pouvoir, mais à quel prix, grand Dieu? La volonté de l'homme est puissante, je le lis partout, mais suffit-elle pour surmonter un tel dégoût? La tâche des grands hommes a été facile. Quelque terrible que fût le danger, ils le trouvaient beau, et qui peut comprendre, excepté moi, la laideur de ce qui m'environne? Ce moment fut le plus éprouvant de sa vie. Il lui était si facile de s'engager dans un des beaux régiments en garnison à Besançon. Il pouvait se faire maître de latin, il lui fallait si peu pour sa subsistance. Mais alors plus de carrière, plus d'avenir pour son imagination, c'était mourir. Voici le détail d'une de ces tristes journées. Ma présomption s'est si souvent applaudie de ce que j'étais différent des autres jeunes paysans. Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que bas différence engendre n-bas, se disait-il un matin. Cette grande vérité venait de lui être montrée par une de ses plus piquantes irréussites. Il avait travaillé 8 jours à plaire à un élève qui vivait en odeur de sainteté. Il se promenait avec lui dans la cour, écoutant avec soumission des sottises à dormir debout. Tout à coup le temps tourna à l'orage, le tonnerre gronda, et le saint élève s'écria, le repoussant d'une façon grossière. Écoutez, chacun pour soi dans ce monde, je ne veux pas être brûlé par le tonnerre, Dieu peut vous foudroyer comme un impie, comme un Voltaire. Les dents serrées de rage et les yeux ouverts vers ce ciel sillonné par la foudre, je mériterais d'être submergé si je m'endors pendant la tempête, s'écria Julien. Essayons la conquête de quelque autre cuistre. Le cours d'histoire sacrée de l'abbé Castanède sonna. À ces jeunes paysans si effrayés du travail pénible et de la pauvreté de leur père, l'abbé Castanède enseignait ce jour-là que cet être si terrible à leurs yeux, le gouvernement, n'avait de pouvoir réel et légitime qu'en vertu de la délégation du vicaire de Dieu sur la terre. Rendez-vous digne des bontés du pape par la sainteté de votre vie. Par votre obéissance, soyez comme un bâton entre ses mains, ajoutait-il. Et vous allez obtenir une place superbe où vous commanderez en chef. Loin de tout contrôle, une place inamovible, dont le gouvernement paye le tiers des appointements, et les fidèles, formés par vos prédications. Les 2 autres tiers. Au sortir de son cours, Monsieur Castanède s'arrêta dans la cour, au milieu de ses élèves, ce jour-là plus attentifs. C'est bien d'un curé que l'on peut dire, tant vaut l'homme, tant vaut la place, disait-il aux élèves qui faisaient cercle autour de lui. J'ai connu, moi qui vous parle, des paroisses de montagne, dont le casuel valait mieux que celui de bien des curés de ville. Il y avait autant d'argent, sans compter les chapons gras, les œufs, le beurre frais
1000 agréments de détail, et là, le curé est le premier sans contredit. Point de bon repas où il ne soit invité, fêté, etc. À peine monsieur Castanède fut-il remonté chez lui que les élèves se divisèrent en groupes. Julien n'était d'aucun, on le laissait comme une brebis galeuse. Dans tous les groupes, il voyait un élève jeter un sol en l'air, et s'il devinait juste au jeu de croix ou pile, ses camarades en concluaient qu'il aurait bientôt une de ces cures à riches casuels. Vinrent ensuite les anecdotes. Tel jeune prêtre, à peine ordonné depuis 1 an, ayant offert un lapin privé à la servante d'un vieux curé, il avait obtenu d'être demandé pour vicaire, et peu de mois après, car le curé était mort bien vite, l'avait remplacé dans la bonne cure. Tel autre avait réussi à se faire désigner pour successeur à la cure d'un gros bourg fort riche, en assistant à tous les repas du vieux curé paralytique, et lui découpant ses poulets avec grâce. Les séminaristes, comme les gens dans toutes les carrières, s'exagèrent l'effet de ces petits moyens qui ont de l'extraordinaire et frappent l'imagination. Il faut, se disait Julien, que je me fasse à ces conversations. Quand on ne parlait pas de saucisses et de bonnes cures, on s'entretenait de la partie mondaine des doctrines ecclésiastiques, des différents des évêques et des préfets, des maires et des curés. Julien voyait apparaître l'idée d'un second Dieu, mais d'un Dieu bien plus à craindre et bien plus puissant que l'autre. Ce second Dieu était le pape. On se disait mais en baissant la voix et quand on était bien sûr de n'être pas entendu par monsieur Pirard que si le pape ne se donne pas la peine de nommer tous les préfets et tous les maires de France, c'est qu'il a commis à ce soin le roi de France, en le nommant fils aîné de l'Église. Ce fut vers ce temps que Julien crut pouvoir tirer parti pour ça. Considération du livre du pape, par monsieur de Maistre. À vrai dire, il étonna ses camarades, mais ce fut encore un malheur. Il leur déplut en exposant mieux que eux-mêmes leur propre opinion. Monsieur Chélan avait été imprudent pour Julien comme il l'était pour lui-même. Après lui avoir donné l'habitude de raisonner juste et de ne pas se laisser payer de vaines paroles, il avait négligé de lui dire que, chez l'être peu considéré, cette habitude est un crime, car tout bon raisonnement offense. Le bien-dire de Julien lui fut donc un nouveau crime. Ses camarades, à force de songer à lui, parvinrent à exprimer d'un seul mot toute l'horreur qu'il leur inspirait. Ils le surnommèrent Martin Luther. Surtout, disait-il, à cause de cette infernale logique qui le rend si fier. Plusieurs jeunes séminaristes avaient des couleurs plus fraîches et pouvaient passer pour plus jolis garçons que Julien, mais il avait les mains blanches et ne pouvait cacher certaines habitudes de propreté délicate. Cet avantage n'en était pas un dans la triste maison où le sort l'avait jeté. Les sales paysans au milieu desquels il vivait déclarèrent qu'il avait des mœurs fort relâchées. Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des 1000 infortunes de notre héros. Par exemple, les plus vigoureux de ses camarades voulurent prendre l'habitude de le battre. Il fut obligé de s'armer d'un compas de fer et d'annoncer, mais par signe, qu'il en ferait usage. Les signes ne peuvent pas figurer, dans un rapport d'espion, aussi avantageusement que des paroles. Chapitre 27. Une procession. Tous les cœurs étaient émus. La présence de Dieu semblait descendue dans ces rues étroites et gothiques, tendues de toutes parts et bien sablées par les soins des fidèles. Jung, Julien avait beau se faire petit et sot, il ne pouvait plaire, il était trop différent. Cependant, se disait-il, tous ces professeurs sont gens très fins, et choisis entre 1000, comment n'aime-t-il pas mon humilité? Un seul lui semblait abuser de sa complaisance à tout croire, et à sembler dupe de tout. C'était l'abbé Chabernard, directeur des cérémonies de la cathédrale, où, depuis 15 ans, on lui faisait
Espérer une place de chanoine, en attendant il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire. Dans le temps de son aveuglement, ce cours était un de ceux où Julien se trouvait le plus habituellement le premier. L'abbé Chat était parti de là pour lui témoigner de l'amitié, et, à la sortie de son cours, il le prenait volontiers sous le bras pour faire quelque tour de jardin. Où veut-il en venir? Se disait Julien. Il voyait avec étonnement que, pendant des heures entières, l'abbé Chat lui parlait des ornements possédés par la cathédrale. Elle avait 17 chasubles galonnés. Outre les ornements de deuil, on espérait beaucoup de la vieille présidente de Rubempré. Cette dame, âgée de 90 ans, conservait depuis 70 au moins ses robes de noces en superbe étoffe de Lyon, brochée d'or. Figurez-vous, mon ami, disait l'abbé Chat, en s'arrêtant tout court et ouvrant de grands yeux, que ces étoffes se tiennent droites tant il y adore. C'est l'opinion commune de tous les honnêtes gens de Besançon, que, par le testament de la présidente, le trésor de la cathédrale sera augmenté de plus de 10 chasubles, sans compter 4 ou 5 chapes. Pour les grandes fêtes. Je vais plus loin, ajoutait l'abbé Chat en baissant la voix, j'ai des raisons pour penser que la présidente nous laissera 8 magnifiques flambeaux d'argent doré, que l'on suppose avoir été achetés en Italie, par le duc de Bourgogne Charles le Téméraire, dont un de ses ancêtres fut le ministre favori. Mais où cet homme veut-il en venir avec toute cette friperie, pensait Julien. Cette préparation à droite dure depuis un siècle, et rien ne paraît. Il faut qu'il se méfie bien de moi. Il est plus adroit que tous les autres, dont en 15 jours on devine si bien le but secret. Je comprends, l'ambition de celui-ci souffre depuis 15 ans. Un soir, au milieu de la leçon d'armes, Julien fut appelé chez l'abbé Pirard, qui lui dit: c'est demain la fête du Corpus Domini la fête Dieu. Monsieur l'abbé Chat Bernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale, allez. Et obéissez. L'abbé Pirard le rappela, et, de l'air de la commisération, ajouta: c'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville. Un cédo père Ignès répondit Julien, j'ai des ennemis cachés. Le lendemain, dès le grand matin, Julien se rendit à la cathédrale, les yeux baissés. L'aspect des rues et de l'activité qui commençait à régner dans la ville lui fit du bien. De toutes parts on tendait le devant des maisons pour la procession. Tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant. Sa pensée était à Vergy et à cette jolie Amanda Binet, qu'il pouvait rencontrer, car son café n'était pas bien éloigné. Il aperçut de loin l'abbé Chat Bernard sur la porte de sa chère cathédrale. C'était un gros homme à face réjouie et à l'air ouvert. Ce jour-là, il était triomphant. Je vous attendais, mon cher fils, s'écria-t-il, du plus loin qu'il vit. Julien, soyez le bienvenu. La besogne de cette journée sera longue et rude, fortifions-nous par un premier déjeuner, le second viendra à 10 heures pendant la grand-messe. Je désire, monsieur, lui dit Julien d'un air grave, n'être pas un instant seul, daignez remarquer, ajouta-t-il en lui montrant l'horloge au-dessus de leur tête, que j'arrive à 5 heures moins une minute. Ah, ces petits méchants du séminaire vous font peur. Vous êtes bien bon de penser à eux, dit l'abbé Chat. Un chemin est-il moins beau parce qu'il y a des épines dans les haies qui le bordent? Les voyageurs font route et laissent les épines méchantes se morfondre à leur place. Du reste, à l'ouvrage, mon cher ami, à l'ouvrage. L'abbé Chat avait raison de dire que la besogne serait rude. Il y avait eu la veille une grande cérémonie funèbre à la cathédrale, l'on n'avait pu rien préparer, il fallait donc, en une seule matinée, revêtir tous les piliers gothiques qui forment les 3 nefs, d'une sorte d'habit de damas rouge qui monte à 30 pieds de hauteur.
Monsieur l'évêque avait fait venir par la malle-poste 4 tapissiers de Paris, mais ces messieurs ne pouvaient suffire à tout, et loin d'encourager la maladresse de leurs camarades bisontins, ils la redoublaient en se moquant d'eux. Julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même, son agilité le servit bien. Il se chargea de diriger les tapissiers de la ville. L'abbé, chat enchanté, le regardait voltiger d'échelle en échelle. Quand tous les piliers furent revêtus de damas, il fut question d'aller placer 5 énormes bouquets de plumes sur le grand baldaquin, au-dessus du maître-autel. Un riche couronnement de bois doré est soutenu par 8 grandes colonnes torses en marbre d'Italie. Mais pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du tabernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche en bois, peut-être vermoulue et à 40 pieds d'élévation. L'aspect de ce chemin ardu avait éteint la gaieté, si brillante. Jusque-là, des tapissiers parisiens, ils regardaient d'en bas, discutaient beaucoup et ne montaient pas. Julien se saisit des bouquets de plumes, et monta l'échelle en courant. Il les plaça fort bien sûr. L'ornement en forme de couronne, au centre du baldaquin. Comme il descendait de l'échelle, l'abbé Chabernard le serra dans ses bras. Tirez bas optime tirez bas, s'écria le bon prêtre, je conterai ça à monseigneur. Le déjeuner de 10 heures fut très gai. Jamais l'abbé Chat n'avait vu son église si belle. Cher disciple, disait-il à Julien, ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique, de sorte que j'ai été nourri dans ce grand édifice. La terreur de Robespierre nous ruina, mais, à 8 ans que j'avais alors, je servais déjà des messes en chambre, et l'on me nourrissait le jour de la messe. Personne ne savait plier une chasuble mieux que moi, jamais les galons n'étaient coupés. Depuis le rétablissement du culte par Napoléon, j'ai le bonheur de tout diriger. Dans cette vénérable métropole, 5 fois par an, mes yeux la voient, parée de ces ornements si beaux. Mais jamais elle n'a été si resplendissante, jamais les lais de Damas n'ont été aussi bien attachés qu'aujourd'hui, aussi collants aux piliers. Enfin il va me dire son secret, pensa Julien, le voilà qui me parle de lui, il y a épanchement. Mais rien d'imprudent ne fut dit par cet homme. Évidemment exalté. Et pourtant il a beaucoup travaillé, il est heureux. Se dit Julien, le bon vin n'a pas été épargné. Quel homme, quel exemple, pour moi, à lui le pompon. C'était un mauvais mot qu'il tenait du vieux chirurgien. Comme le sanctus de la grand-messe sonna, Julien voulut prendre un surplis pour suivre l'évêque à la superbe procession. Ayez voleurs, mon ami, et les voleurs, s'écria l'abbé Chat, vous n'y pensez pas. La procession va sortir, l'église restera déserte, nous veillerons vous et moi. Nous serons bien heureux s'il ne nous manque qu'une couple d'aunes de ce beau galon qui environne le bas des piliers. C'est encore un don de Madame de Rubempré, il provient du fameux comte son bisaïeul, c'est de l'or pur mon cher ami, ajouta l'abbé, en lui parlant à l'oreille, et d'un air évidemment exalté, rien de faux. Je vous charge de l'inspection de l'aile du nord, n'en sortez pas. Je garde pour moi l'aile du midi et la grand-nef. Attention aux confessionnaux, c'est de là que les espionnes des voleurs épient le moment où nous avons le dos tourné. Comme il achevait de parler, 11h03 sonnèrent. Aussitôt la grosse cloche se fit entendre. Elle sonnait à pleine volée. Ces sons si pleins et si solennels émurent Julien. Son imagination n'était plus sur la terre. L'odeur de l'encens et des feuilles de rose jetées devant le Saint-Sacrement par les petits enfants déguisés en Saint Jean acheva de l'exalter. Les sons si graves de cette cloche n'auraient dû réveiller chez Julien que l'idée du travail de 20 hommes payés à 50 centimes, et aide peut-être par 15 ou 20 fidèles. Il eût dû penser à l'usure des cordes, à celle de la charpente, au danger de la cloche elle-même, qui tombe tous les 2 siècles, et réfléchir aux moyens de diminuer le
Salaire des sonneurs ou de les payer par quelque indulgence ou autre. Grâce tirée des trésors de l'Église, et qui n'aplatit pas sa bourse. Au lieu de ces sages réflexions, l'âme de Julien, exaltée par ces sons, si mal et si plein, errait dans les espaces imaginaires. Jamais il ne fera ni un bon prêtre, ni un grand administrateur. Les âmes qui s'émeuvent aussi sont bonnes tout au plus à produire un artiste. Ici, éclate dans tout son jour la présomption de Julien. 50. Peut-être, des séminaristes ses camarades, rendus attentifs au réel de la vie par la haine publique et le jacobinisme qu'on leur montre en embuscade derrière chaque haie, en entendant la grosse cloche de la cathédrale, n'auraient songé qu'au salaire des sonneurs. Ils auraient examiné avec le génie de Barème si le degré d'émotion du public valait l'argent qu'on donnait aux sonneurs. Si Julien eût voulu songer au intérêt matériel de la cathédrale, son imagination, s'élançant au-delà du but, aurait pensé à économiser 40 francs à la fabrique et laisser perdre l'occasion d'éviter une dépense de 25 centimes. Tandis que, par le plus beau jour du monde, la procession parcourait lentement Besançon, et s'arrêtait aux brillants reposoirs élevés à l'envi par toutes les autorités, l'Église était restée dans un profond silence. Une demi-obscurité, une agréable fraîcheur y régnait, elle était encore embaumée par le parfum des fleurs et de l'encens. Le silence, la solitude profonde, la fraîcheur des longues nefs rendaient plus douce la rêverie de Julien. Il ne craignait point d'être troublé par l'abbé fort occupé dans une autre partie de l'édifice. Son âme avait presque abandonné son enveloppe mortelle, qui se promenait à pas lents dans l'aile du nord confiée à sa surveillance. Il était d'autant plus tranquille, qu'il s'était assuré qu'il n'y avait dans les confessionnaux que quelques femmes pieuses son œil regardait sans voir. Cependant sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de deux femmes fort bien mises qui étaient à genoux, l'une dans un confessionnal, et l'autre tout près de la première, sur une chaise. Il regardait sans voir, cependant, soit sentiment vague de ses devoirs, soit admiration pour la mise noble et simple de ces dames. Il remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. Il est singulier, pensa-t-il, que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelque reposoir, si elles sont dévotes, ou placées avantageusement au premier rang de quelques balcons, si elles sont du monde. Comme cette robe est bien prise. Quelle grâce! Il ralentit le pas pour chercher à les voir. Celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup elle jeta un petit cri, et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière. Son ami, qui était près d'elle, s'élança pour la secourir. En même temps, Julien vit les épaules de la dame qui tombait en arrière. Un collier de grosses perles fines en torsade, de lui bien connu, frappa ses regards. Que devint-il en reconnaissant la chevelure de Madame de Rênal? C'était elle, la dame qui cherchait à lui soutenir la tête, et à l'empêcher de tomber. Tout à fait, était Madame Derville. Julien, hors de lui, s'élança. La chute de Madame de Rênal eût peut-être entraîné son ami si Julien ne les eût soutenus. Il vit la tête de Madame de Rênal pâle, absolument privée de sentiment, flottant sur son épaule. Il aida Madame Derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille. Il était à genoux. Madame Derville se retourna et le reconnut. Fuyez, monsieur, fuyez, lui dit-elle avec l'accent de la plus vive colère. Que surtout elle ne vous revoie pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur, elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fuyez, éloignez-vous, s'il vous reste quelque pudeur. Ce mot fut dit avec tant d'autorité, et Julien était si faible dans ce moment, qu'il s'éloigna. Elle m'a toujours haï, se dit-il en pensant à
Madame Derville. Au même instant, le chant nasillard des premiers prêtres de la procession retentit dans l'église, elle rentrait. L'abbé Chabernard appela plusieurs fois Julien qui d'abord ne l'entendit pas, il vint enfin le prendre par le bras derrière un pilier où Julien s'était réfugié à demi-mort. Il voulait le présenter à l'évêque. Vous vous trouvez mal, mon enfant, lui dit l'abbé, en le voyant si pâle, et presque hors d'état de marcher, vous avez trop travaillé. L'abbé lui donna le bras. Venez, asseyez-vous sur ce petit banc du donneur d'eau bénite. Derrière moi, je vous cacherai. Ils étaient alors à côté de la grande porte. Tranquillisez-vous, nous avons encore 20 bonnes minutes avant que Monseigneur ne paraisse. Tâchez de vous remettre, quand il passera. Je vous soulèverai, car je suis fort et vigoureux malgré mon âge. Mais quand l'évêque passa, Julien était tellement tremblant que l'abbé Chat renonça à l'idée de le présenter. Ne vous affligez pas trop, lui dit-il, je retrouverai une occasion. Le soir, il fit porter à la chapelle du séminaire 10 livres de cierges. Économisés, dit-il, par les soins de Julien, et la rapidité avec laquelle il avait fait éteindre. Rien de moins vrai. Le pauvre garçon était éteint lui-même, il n'avait pas eu une idée depuis la vue de Madame de Rênal. Chapitre 28. Le premier avancement. Il a connu son siècle, il a connu son département, et il est riche. Le PRECURSEUR. Julien n'était pas encore revenu de la rêverie profonde où l'avait plongé l'événement de la cathédrale, lorsqu'un matin le sévère abbé Pirard le fit appeler. Voilà monsieur l'abbé Chabernard qui m'écrit en votre faveur. Je suis assez content de l'ensemble de votre conduite. Vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi sans qu'il y paraisse, cependant, jusqu'ici le cœur est bon et même généreux, l'esprit est supérieur. Au total, je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger. Après 15 ans de travaux, je suis sur le point de sortir de cette maison. Mon crime est d'avoir laissé les séminaristes à leur libre arbitre, et de n'avoir ni protégé, ni desservi cette société secrète dont vous m'avez parlé au tribunal de la pénitence. Avant de partir, je veux faire quelque chose pour vous, j'aurais agi 2 mois plus tôt car vous le méritez, sans la dénonciation fondée sur l'adresse d'Amanda Binet, trouvée chez vous. Je vous fais répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Julien, transporté de reconnaissance, eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier Dieu, mais il céda à un mouvement plus vrai. Il s'approcha de l'abbé Pirard, et lui prit la main, qu'il porta à ses lèvres. Qu'est-ce ci? S'écria le directeur, d'un air fâché, mais les yeux de Julien en disaient encore plus que son action. L'abbé Pirard le regarda avec étonnement, tel qu'un homme qui, depuis de longues années, a perdu l'habitude de rencontrer des émotions délicates. Cette attention trahit le directeur, sa voix s'altéra. Eh bien, oui, mon enfant, je te suis attaché. Le ciel sait que c'est bien malgré moi. Je devrais être juste, et n'avoir ni haine ni amour pour personne. Ta carrière sera pénible. Je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. La jalousie et la calomnie te poursuivront. En quelque lieu que la Providence te place, tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr, et s'ils feignent de t'aimer, ce sera pour te trahir plus sûrement. À cela il n'y a qu'un remède, n'est recours qu'à Dieu, qui t'a donné, pour te punir de ta présomption, cette nécessité d'être haï, que ta conduite soit pure, c'est la seule ressource que je te vois. Si tu tiens à la vérité d'une étreinte invincible, tôt ou tard, tes ennemis seront confondus. Il y avait si longtemps que Julien n'avait entendu une voix amie, qu'il faut lui pardonner une faiblesse, il fondit en larmes. L'abbé Pirard lui ouvrit les bras, ce moment fut bien doux pour tous les deux. Julien était fou de joie, cet avancement était le premier qu'il obtenait, les avantages étaient immenses.
Pour les concevoir, il faut avoir été condamné à passer des mois entiers sans un instant de solitude, et dans un contact immédiat avec des camarades pour le moins importuns, et la plupart intolérables. Leur cri seul eût suffi pour porter le désordre dans une organisation délicate. La joie bruyante de ces paysans bien nourris et bien vêtus ne savait jouir d'elle-même, ne se croyait entière que lorsqu'ils criaient de toute la force de leurs poumons. Maintenant, Julien dînait seul, ou à peu près, 1 heure plus tard que les autres séminaristes. Il avait une clé du jardin, et pouvait s'y promener aux heures où il est désert. À son grand étonnement, Julien s'aperçut qu'on le haïssait moins, il s'attendait au contraire à un redoublement de haine. Ce désir secret, qu'on ne lui adressa pas la parole, qui était trop évident et lui valait tant d'ennemis, ne fut plus une marque de hauteur ridicule. Aux yeux des êtres grossiers qui l'entouraient, ce fut un juste sentiment de sa dignité. La haine diminua sensiblement surtout parmi les plus jeunes de ses camarades devenus ses élèves, et qu'il traitait avec beaucoup de politesse. Peu à peu il eut même des partisans, il devint de mauvais ton de l'appeler Martin Luther. Mais à quoi bon nommer ses amis, ses ennemis? Tout cela est laid, et d'autant plus laid que le dessein est plus vrai. Ce sont cependant là les seuls professeurs de morale qu'est le peuple, et sans eux que deviendrait-il? Le journal pourra-t-il jamais remplacer le curé? Depuis la nouvelle dignité de Julien, le directeur du séminaire affecta de ne lui parler jamais sans témoin. Il y avait dans cette conduite prudence pour le maître, comme pour le disciple, mais il y avait surtout épreuve. Le principe invariable du sévère janséniste Pirard était un homme a-t-il du mérite à vos yeux? Mettez obstacle à tout ce qu'il désire, à tout ce qu'il entreprend. Si le mérite est réel, il saura bien renverser ou tourner les obstacles. C'était le temps de la chasse. Fouquet eut l'idée d'envoyer au séminaire un cerf et un sanglier de la part des parents de Julien. Les animaux morts furent déposés dans le passage, entre la cuisine et le réfectoire. Ce fut là que tous les séminaristes les virent en allant dîner. Ce fut un grand objet de curiosité. Le sanglier, tout mort qu'il était, faisait peur aux plus jeunes, il touchait ses défenses. On ne parla d'autre chose pendant 8 jours. Ce don qui classait la famille de Julien dans la partie de la société qu'il faut respecter, porta un coup mortel à l'envie. Il fut une supériorité consacrée par la fortune. Chazelles et les plus distingués des séminaristes lui firent des avances, et se seraient presque plaints à lui de ce qu'il ne les avait pas avertis de la fortune de ses parents, et les avait ainsi exposés à manquer de respect à l'argent. Il y eut une conscription dont Julien fut exempté en sa qualité de séminariste. Cette circonstance l'émut profondément. Voilà donc passé à jamais l'instant où 20 ans plus tôt, une vie héroïque eut commencé. Pour moi, il se promenait seul dans le jardin du séminaire, il entendit parler entre des maçons qui travaillaient au mur de clôture. Eh bien, il faut partir, v'là une nouvelle conscription. Dans le temps de l'autre à la bonne heure, un maçon y devenait officier, y devenait général, on a vu ça. Va-t'en voir maintenant. Il n'y a que les gueux qui partent. Celui qui a de quoi reste au pays. Qui est né misérable, reste misérable, et v'là. Ah ça, est-ce bien vrai, ce qu'ils disent que l'autre est mort? Reprit un troisième maçon. Ce sont les gros qui disent ça, vois-tu. L'autre leur faisait peur. Quelle différence, comme l'ouvrage allait de son temps. Et dire qu'il a été trahi par ses maréchaux. Faut-y être traître? Cette conversation consola un peu Julien. En s'éloignant, il répétait, avec un soupir, le seul roi dont le peuple ait gardé la mémoire. Le temps des examens arriva. Julien répondit d'une façon brillante, il vit que Chazelles lui-même cherchait à montrer tout son savoir. Le premier jour, les examinateurs nommés par le fameux grand vicaire de
Frilair, furent très contrariés de devoir toujours porter le premier ou tout au plus le second, sur leur liste, ce Julien Sorel, qui leur était signalé comme le Benjamin de l'abbé Pirard. Il y eut des paris au séminaire que dans la liste de l'examen général, Julien aurait le numéro premier, ce qui emportait l'honneur de dîner chez Monseigneur l'évêque. Mais à la fin d'une séance, où il avait été question des pères de l'Église, un examinateur adroit, après avoir interrogé Julien sur Saint Jérôme et sa passion pour Cicéron, vint à parler d'Horace, de Virgile et des autres auteurs profanes. À l'insu de ses camarades, Julien avait appris par cœur un grand nombre de passages de ces auteurs. Entraîné par ses succès, il oublia le lieu où il était, et, sur la demande réitérée de l'examinateur, récita et paraphrasa avec feu plusieurs odes d'Horace. Après l'avoir laissé s'enferrer pendant 20 minutes, tout à coup l'examinateur changea de visage, et lui reprocha avec aigreur le temps qu'il avait perdu à ses études profanes, et les idées inutiles ou criminelles qu'il s'était mises dans la tête. Je suis un sot, monsieur, et vous avez raison, dit Julien d'un air modeste, en reconnaissant le stratagème adroit dont il était victime. Cette ruse de l'examinateur fut trouvée sale, même au séminaire, ce qui n'empêcha pas monsieur l'abbé de Frilair, cet homme adroit qui avait organisé si savamment le réseau de la congrégation bisontine, et dont les dépêches à Paris faisaient trembler juges, préfets, et jusqu'aux officiers généraux de la garnison, de placer, de sa main puissante le numéro 198 à côté du nom de Julien. Il avait de la joie à mortifier son ennemi, le janséniste Pirard. Depuis 10 ans, sa grande affaire était de lui enlever la direction du séminaire. Cet abbé, suivant pour lui-même le plan de conduite qu'il avait indiqué à Julien, était sincère, pieux, sans intrigue, attaché à ses devoirs. Mais le ciel, dans sa colère lui avait donné ce tempérament bilieux, fait pour sentir profondément les injures et la haine. Aucun des outrages qu'on lui adressait n'était perdu pour cette âme ardente. Il eût 100 fois donné sa démission, mais il se croyait utile dans le poste où la Providence l'avait placé. J'empêche les progrès du jésuitisme et de l'idolâtrie, se disait-il. À l'époque des examens, il y avait 2 mois peut-être qu'il n'avait parlé à Julien, et cependant il fut malade pendant 8 jours quand, en recevant la lettre officielle annonçant le résultat du concours, il vit le numéro 198 placé à côté du nom de cet élève qu'il regardait comme la gloire de sa maison. La seule consolation pour ce caractère sévère fut de concentrer sur Julien tous ses moyens de surveillance. Ce fut avec ravissement qu'il ne découvrit en lui ni colère, ni projet de vengeance, ni découragement. Quelques semaines après, Julien tressaillit en recevant une lettre, elle portait le timbre de Paris. Enfin, pensa-t-il, Madame de Rênal se souvient de ses promesses. Un monsieur qui signait Paul Sorel et qui se disait son père, lui envoyait une lettre de change de 500 francs. On ajoutait que si Julien continuait à étudier avec succès les bons auteurs latins, une somme pareille lui serait adressée chaque année. C'est elle, c'est sa bonté. Se dit Julien attendri, elle veut me consoler, mais pourquoi pas une seule parole d'amitié? Il se trompait sur cette lettre, Madame de Rênal, dirigée par son amie Madame Derville, était tout entière à ses remords profonds. Malgré elle, elle pensait souvent à l'être singulier dont la rencontre avait bouleversé son existence, mais se fut bien gardé de lui écrire. Si nous parlions le langage du séminaire, nous pourrions reconnaître un miracle dans cet envoi de 500 francs, et dire que c'était de monsieur de Frilair lui-même, que le ciel se servait pour faire ce don à Julien. 12 années auparavant, monsieur l'abbé de Frilair était arrivé à Besançon.
avec un porte-manteau des plus exigus, lequel, suivant la chronique, contenait toute sa fortune. Il se trouvait maintenant l'un des plus riches propriétaires du département. Dans le cours de ses prospérités, il avait acheté la moitié d'une terre, dont l'autre partie échut par héritage de Monsieur de la Mole. De là un grand procès entre ces personnages. Malgré sa brillante existence à Paris, et les emplois qu'il avait à la cour, Monsieur le marquis de la Mole sentit qu'il était dangereux de lutter à Besançon contre un grand vicaire qui passait pour faire et défaire les préfets. Au lieu de solliciter une gratification de 50 000 francs, déguisée sous un nom quelconque admis par le budget, et d'abandonner à l'abbé de Frilair ce chétif procès de 50 000 francs, le marquis se pique. Il croyait avoir raison, belle raison. Or, s'il est permis de le dire, quel est le juge qui n'a pas un fils ou du moins un cousin à pousser dans le monde? Pour éclairer les plus aveugles, 8 jours après le premier arrêt qu'il obtint, monsieur l'abbé de Frilair prit le carrosse de monseigneur l'évêque, et alla lui-même porter la croix de la Légion d'honneur à son avocat. Monsieur de la Mole, un peu étourdi de la contenance de sa partie adverse, et sentant faiblir ses avocats, demanda des conseils à l'abbé Chélan, qui le mit en relation avec Monsieur Pirard. Ces relations avaient duré plusieurs années à l'époque de notre histoire. L'abbé Pirard porta son caractère passionné dans cette affaire. Voyant sans cesse les avocats du marquis, il étudia sa cause. Et la trouvant juste, il devint ouvertement le solliciteur du marquis de la Mole contre le tout-puissant grand vicaire. Celui-ci fut outré de l'insolence, et de la part d'un petit janséniste encore. Voyez ce que c'est que cette noblesse de cœur qui se prétend si puissante. Disait à ses intimes l'abbé de Frilair, Monsieur de la Mole n'a pas seulement envoyé une misérable croix à son agent à Besançon, et va le laisser platement destitué. Cependant, m'écrit-on, ce noble père ne laisse pas passer de semaine sans aller étaler son cordon bleu dans le salon du garde des Sceaux, quel qu'il soit. Malgré toute l'activité de l'abbé Pirard, et quoique monsieur de la Mole fût toujours au mieux avec le ministre de la Justice et surtout avec ses bureaux, tout ce qu'il avait pu faire, après 6 années de soins, avait été de ne pas perdre absolument son procès. Sans cesse en correspondance avec l'abbé Pirard, pour une affaire qu'ils suivaient tous les deux avec passion, le marquis finit par goûter le genre d'esprit de l'abbé. Peu à peu, malgré l'immense distance des positions sociales, leur correspondance prit le ton de l'amitié. L'abbé Pirard disait au marquis qu'on voulait l'obliger à force d'avanie à donner sa démission. Dans la colère que lui inspire le stratagème infâme, suivant lui, employé contre Julien, il parla du jeune homme au marquis. Quoique fort riche, ce grand seigneur n'était point avare de la vie, il n'avait pu faire accepter à l'abbé Pirard, même le remboursement des frais de poste occasionnés par le procès. Il saisit l'idée d'envoyer 500 francs à son élève favori. Monsieur de la Mole se donna la peine d'écrire lui-même la lettre d'envoi. Cela le fit penser à l'abbé. Un jour celui-ci reçut un petit billet qui, pour affaire pressante, l'engageait à passer sans délai dans une auberge du faubourg de Besançon. Il y trouva l'intendant de Monsieur de la Mole. Monsieur le marquis m'a chargé de vous amener sa calèche, lui dit cet homme. Il espère qu'après avoir lu cette lettre, il vous conviendra de partir pour Paris, dans 4 ou 5 jours. Je vais employer le temps que vous voudrez bien m'indiquer à parcourir les terres de Monsieur le marquis en Franche-Comté. Après quoi, le jour qui vous conviendra, nous partirons pour Paris. La lettre était courte. Débarrassez-vous, mon cher monsieur, de toutes les tracasseries de province, venez respirer un air tranquille à Paris. Je vous envoie ma voiture, qui a l'ordre d'attendre votre détermination pendant 4 jours.
Je vous attendrai moi-même à Paris jusqu'à mardi. Il ne me faut qu'un oui de votre part, monsieur, pour accepter en votre nom une des meilleures cures des environs de Paris. Le plus riche de vos futurs paroissiens ne vous a jamais vu, mais vous est dévoué plus que vous ne pouvez croire, c'est le marquis de La Mole. Sans s'en douter, le sévère abbé Pirard aimait ce séminaire peuplé de ses ennemis, et auquel, depuis 15 ans, il consacrait toutes ses pensées. La lettre de Monsieur de La Mole fut pour lui comme l'apparition du chirurgien chargé de faire une opération cruelle et nécessaire. Sa destitution était certaine. Il donna rendez-vous à l'intendant à 3 jours de là. Pendant 48 heures, il eut la fièvre d'incertitude. Enfin, il écrivit à Monsieur de La Mole, et compose pour Monseigneur l'évêque une lettre. Chef-d'œuvre de style ecclésiastique, mais un peu longue. Il eût été difficile de trouver des phrases plus irréprochables et respirant un respect plus sincère. Et toutefois cette lettre, destinée à donner une heure difficile à Monsieur de Frilair, vis-à-vis de son patron, articulait tous les sujets de plainte graves, et descendait jusqu'aux petites tracasseries sales qui, après avoir été endurées avec résignation pendant 6 ans, forçaient abbé Pirard à quitter le diocèse. On lui volait son bois dans son bûcher, on empoisonnait son chien, etc. etc. Cette lettre finie, il fit réveiller Julien, qui à 8 heures du soir dormait déjà, ainsi que tous les séminaristes. Vous savez où est l'évêché, lui dit-il en beau style latin, portez cette lettre à Monseigneur. Je ne vous dissimulerai point que je vous envoie au milieu des loups. Soyez tout yeux et tout oreille. Point de mensonge dans vos réponses, mais songez que qui vous interroge éprouverait peut-être une joie véritable à pouvoir vous nuire. Je suis bien aise, mon enfant, de vous donner cette expérience avant de vous quitter, car je ne vous le cache point, la lettre que vous portez est ma démission. Julien resta immobile, il aimait l'abbé Pirard. La prudence avait beau lui dire, après le départ de cet honnête homme, le parti du Sacré-Cœur va me dégrader et peut-être me chasser. Il ne pouvait penser à lui. Ce qui l'embarrassait, c'était une phrase qu'il voulait arranger d'une manière polie, et réellement il ne s'en trouvait pas l'esprit. Eh bien, mon ami, ne partez-vous pas. C'est qu'on dit, monsieur, dit timidement Julien, que pendant votre longue administration, vous n'avez rien mis de côté. J'ai 600 francs. Les larmes l'empêchèrent de continuer. Cela aussi sera marqué, dit froidement l'ex-directeur du séminaire. Allez à l'évêché, il se fait tard. Le hasard voulut que, ce soir-là, monsieur l'abbé de Frilair fût de service. Dans le salon de l'évêché, Monseigneur dînait à la préfecture. Ce fut donc à monsieur de Frilair lui-même que Julien remit la lettre, mais il ne le connaissait pas. Julien vit avec étonnement cet abbé ouvrir hardiment la lettre adressée à l'évêque. La belle figure du grand vicaire exprima bientôt une surprise mêlée de vif plaisir, et redoubla de gravité. Pendant qu'il lisait, Julien, frappé de sa bonne mine, eut le temps de l'examiner. Cette figure eut plus de gravité sans la finesse extrême qui apparaissait dans certains traits, et qui fut allée jusqu'à dénoter la fausseté si le possesseur de ce beau visage eût cessé un instant de s'en occuper. Le nez très avancé formait une seule ligne parfaitement droite, et donnait par malheur à un profil, fort distingué d'ailleurs, une ressemblance irrémédiable avec la physionomie d'un renard. Du reste, cet abbé qui paraissait si occupé de la démission de monsieur Pirard, était mis avec une élégance qui plut beaucoup à Julien, et qu'il n'avait jamais vue à aucun prêtre. Julien ne sut que plus tard quel était le talent spécial de l'abbé de Frilair. Il savait amuser son évêque, vieillard aimable, fait pour le séjour de Paris, et qui regardait Besançon comme un exil. Cet évêque avait une fort mauvaise vue et aimait passionnément le poisson. L'abbé
De Frilair ôtait les arêtes du poisson qu'on servait à Monseigneur. Julien regardait en silence l'abbé qui relisait la démission, lorsque, tout à coup la porte s'ouvrit avec fracas. Un laquais, richement vêtu, passa rapidement. Julien n'eut que le temps de se retourner vers la porte, il aperçut un petit vieillard portant une croix pectorale. Il se prosterna, l'évêque lui adressa un sourire de bonté, et passa. Le bel abbé le suivit, et Julien resta seul dans le salon, dont il put à loisir admirer la magnificence pieuse. L'évêque de Besançon, homme d'esprit éprouvé, mais non pas éteint par les longues misères de l'émigration, avait plus de 75 ans, et s'inquiétait infiniment peu de ce qui arriverait dans 10 ans. Quel est ce séminariste, au regard fin, que je crois avoir vu en passant, dit l'évêque. Ne doivent-ils pas, suivant mon règlement, être couchés à l'heure qu'il est? Celui-ci est fort éveillé, je vous jure, monseigneur, et il apporte une grande nouvelle, c'est la démission du seul janséniste qui resta dans votre diocèse. Ce terrible abbé Pirard comprend enfin ce que parler veut dire. Eh bien, dit l'évêque avec un sourire malin, je vous défie de le remplacer par un homme qui le vaille. Et pour vous montrer tout le prix de cet homme, je l'invite à dîner pour demain. Le grand vicaire voulut glisser quelques mots sur le choix du successeur. Le prélat, peu disposé à parler d'affaires, lui dit. Avant de faire entrer cet autre, sachons un peu comment celui-ci sent. Va, faites-moi venir ce séminariste, la vérité est dans la bouche des enfants. Julien fut appelé, je vais me trouver au milieu de deux inquisiteurs. Pensa-t-il. Jamais il ne s'était senti plus de courage. Au moment où il entra, deux grands valets de chambre, mieux mis que monsieur Valenod lui-même, déshabillaient Monseigneur. Ce prélat, avant d'en venir à monsieur Pirard crut devoir interroger Julien sur ses études. Il parla un peu de dogme, et fut étonné. Bientôt il en vint aux humanités, à Virgile, à Horace, à Cicéron. Ces noms-là, pensa Julien, m'ont valu mon numéro 198. Je n'ai rien à perdre, essayons de briller. Il réussit, le prélat, excellent humaniste lui-même, fut enchanté. Au dîner de la préfecture, une jeune fille justement célèbre avait récité le poème de la Madeleine. Il était en train de parler littérature, et oublia bien vite l'abbé Pirard et toutes les affaires pour discuter avec le séminariste, la question de savoir si Horace était riche ou pauvre. Le prélat cita plusieurs odes, mais quelquefois sa mémoire était paresseuse, et sur le champ Julien récitait l'ode tout entière, d'un air modeste. Ce qui frappa l'évêque fut que Julien ne sortait point du ton de la conversation, il disait ses 20 ou 30 vers latins comme il eût parlé de ce qui se passait dans son séminaire. On parla longtemps de Virgile, de Cicéron. Enfin le prélat ne put s'empêcher de faire compliment au jeune séminariste. Il est impossible d'avoir fait de meilleures études. Monseigneur, dit Julien, votre séminaire peut vous offrir 197 sujets bien moins indignes de votre haute approbation. Comment cela? Dit le prélat étonné de ce chiffre. Je puis appuyer d'une preuve officielle ce que j'ai l'honneur de dire devant Monseigneur, à l'examen annuel du séminaire, répondant précisément sur les matières qui me valent, dans ce moment, l'approbation de Monseigneur, j'ai obtenu le numéro 198. Ah, c'est le Benjamin de l'abbé Pirard, s'écria l'évêque en riant et regardant monsieur de Frilair, nous aurions dû nous y attendre, mais c'est de bonne guerre. N'est-ce pas, mon ami, ajouta-t-il en s'adressant à Julien, qu'on vous a fait réveiller pour vous envoyer ici? Oui, monseigneur. Je ne suis sorti seul du séminaire qu'une seule fois en ma vie, pour aller aider monsieur l'abbé Chabernard à orner la cathédrale, le jour de la fête Dieu. Bas optime bas, dit l'évêque, quoi, c'est vous qui avez fait preuve de temps
de courage, en plaçant les bouquets de plumes sur le baldaquin. Ils me font frémir chaque année, je crains toujours qu'ils ne me coûtent la vie. D'un homme. Mon ami, vous irez loin mais je ne veux pas arrêter votre carrière, qui sera brillante, en vous faisant mourir de faim. Et sur l'ordre de l'évoque, on apporta des biscuits et du vin de Malaga, auquel Julien fit honneur, et encore plus l'abbé de Frilair, qui savait que son évêque aimait avoir mangé gaiement et de bon appétit. Le prélat, de plus en plus content de la fin de sa soirée, parla un instant d'histoire ecclésiastique. Il vit que Julien ne comprenait pas. Le prélat passa à l'état moral de l'Empire romain, sous les empereurs du siècle de Constantin. La fin du paganisme était accompagnée de cet état d'inquiétude et de doute qui, au XIXe siècle, désole les esprits. Triste et ennuyé, Monseigneur remarqua que Julien ignorait presque, jusqu'au nom de Tacite. Julien répondit avec candeur, à l'étonnement de son évoque, que cet auteur ne se trouvait pas dans la bibliothèque du séminaire. J'en suis vraiment bien aise, dit l'évêque gaiement. Vous me tirez d'embarras depuis 10 minutes, je cherche le moyen de vous remercier de la soirée aimable que vous m'avez procurée, et certes de manière bien imprévue. Je ne m'attendais pas à trouver un docteur dans un élève de mon séminaire. Quoique le don ne soit pas trop canonique, je veux vous donner un Tacite. Le prélat se fit apporter 8 volumes supérieurement reliés, et voulut écrire lui-même, sur le titre du premier un compliment latin pour Julien Sorel. L'évêque se piquait de belle latinité, il finit par lui dire, d'un ton sérieux, qui tranchait tout à fait avec celui du reste de la conversation. Jeune homme, tirez bas si vous êtes sage tirez bas, vous aurez un jour la meilleure cure de mon diocèse, et pas à 100 lieues de mon palais épiscopal, mais il faut tirer bas être sage tirer bas. Julien, chargé de ses volumes, sortit de l'évêché fort étonné, comme minuit sonnait. Monseigneur ne lui avait pas dit un mot de l'abbé Pirard. Julien était, surtout étonné de l'extrême politesse de l'évêque. Il n'avait pas l'idée d'une telle urbanité de forme, réunie à un air de dignité aussi naturel. Julien fut surtout frappé du contraste en revoyant le sombre abbé Pirard qui l'attendait en s'impatientant. Tirez bas quid tibi dixerin. Tirez bas que vous ont-ils dit, lui cria-t-il d'une voix forte, du plus loin qu'il l'aperçut. Julien s'embrouillant un peu à traduire en latin les discours de l'évêque. Parler français, et répéter les propres paroles de Monseigneur, sans y ajouter rien, ni rien retrancher, dit l'ex-directeur du séminaire, avec son ton dur et ses manières profondément inélégantes. Quel étrange cadeau de la part d'un évoque à un jeune séminariste, disait-il en feuilletant le superbe tiré-bas Tacite tiré-bas, dont la tranche dorée avait l'air de lui faire horreur. 2 heures sonnaient, lorsqu'après un compte-rendu fort détaillé, il permit à son élève favori de regagner sa chambre. Laissez-moi le premier volume de votre Tacite, où est le compliment de Monseigneur l'évêque, lui dit-il. Cette ligne latine sera votre paratonnerre dans cette maison, après mon départ. Tirez bas erit tibi filimi, successor me tancam leo curenscem dévoret. Tirez bas. Car pour toi, mon fils, mon successeur sera comme un lion furieux, et qui cherche à dévorer. Le lendemain matin Julien trouva quelque chose d'étrange dans la manière dont ses camarades lui parlaient. Il n'en fut que plus réservé. Voilà, pensa-t-il, l'effet de la démission de monsieur Pirard. Elle est connue de toute la maison, et je passe pour son favori. Il doit y avoir de l'insulte dans ses façons, mais il ne pouvait l'y voir. Il y avait, au contraire, absence de haine dans les yeux de tous ceux qu'il rencontrait. Le long des dortoirs, que veut dire ceci? C'est un piège sans doute. Jouons serré. Enfin le petit séminariste de Verrières lui dit en riant.
Corneli Taciti Opera Omnia œuvre complète de Tacite. À ce mot qui fut entendu tout comme à l'envie firent compliment à Julien, non seulement sur le magnifique cadeau qu'il avait reçu de Monseigneur, mais aussi de la conversation de 2 heures dont il avait été honoré. On savait jusqu'au plus petit détail. De ce moment, il n'y eut plus d'envie, on lui fit la cour bassement, l'abbé Castanède, qui, la veille encore, était de la dernière insolence envers lui, vint le prendre par le bras et l'invita à déjeuner. Par une fatalité du caractère de Julien, l'insolence de ces êtres grossiers lui avait fait beaucoup de peine, leur bassesse lui causa du dégoût et aucun plaisir. Vers midi, l'abbé Pirard quitta ses élèves, non sans leur adresser une allocution sévère. Voulez-vous les honneurs du monde, leur dit-il, tous les avantages sociaux, le plaisir de commander, celui de se moquer des lois et d'être insolent impunément envers tous. Ou bien voulez-vous votre salut éternel? Les moins avancés d'entre vous n'ont qu'à ouvrir les yeux pour distinguer les 2 routes. À peine fut-il sorti que les dévots du Sacré-Cœur de Jésus allèrent entonner un Te Deum dans la chapelle. Personne au séminaire ne prit au sérieux l'allocution de l'ex-directeur. Il a beaucoup d'humeur de sa destitution, disait-on de toutes parts. Pas un seul séminariste n'eut la simplicité de croire à la démission volontaire d'une place qui donnait tant de relations avec de gros fournisseurs. L'abbé Pirard alla s'établir dans la plus belle auberge de Besançon, et, sous prétexte d'affaires qu'il n'avait pas voulu y passer 2 jours, l'évêque l'avait invité à dîner, et pour plaisanter son grand vicaire de Frilair, cherchait à le faire briller. On était au dessert, lorsqu'arriva de Paris l'étrange nouvelle que l'abbé Pirard était nommé à la magnifique cure de Haine, à 4 lieues de la capitale. Le bon prélat l'en félicita sincèrement. Il vit dans toute cette affaire un bien joué qui le mit de bonne humeur et lui donna la plus haute opinion des talents de l'abbé. Il lui donna un certificat latin magnifique, et imposa silence à l'abbé de Frilair, qui se permettait des remontrances. Le soir, Monseigneur porta son admiration chez la marquise de Rubempré. Ce fut une grande nouvelle pour la haute société de Besançon, on se perdait en conjectures sur cette faveur extraordinaire. On voyait déjà l'abbé Pirard évêque. Les plus fins crurent monsieur de la Mole ministre, et se permirent ce jour-là de sourire des airs impérieux que monsieur l'abbé de Frilair portait dans le monde. Le lendemain matin, on suivait presque l'abbé Pirard dans les rues, et les marchands venaient sur la porte de leur boutique, lorsqu'il alla solliciter les juges du marquis. Pour la première fois, il en fut reçu avec politesse. Le sévère janséniste, indigné de tout ce qu'il voyait, fit un long travail avec les avocats qu'il avait choisis pour le marquis de la Mole et partit pour Paris. Il eut la faiblesse de dire à 2 ou 3 amis de collège, qui l'accompagnaient jusqu'à la calèche dont ils admirèrent les armoiries, qu'après avoir administré le séminaire pendant 15 ans, il quittait Besançon avec 520 francs d'économie. Ses amis l'embrassèrent en pleurant, et se dirent entre eux: le bon abbé eût pu s'épargner ce mensonge, il est aussi par trop ridicule. Le vulgaire, aveuglé par l'amour de l'argent, n'était pas fait pour comprendre que c'était dans sa sincérité que l'abbé Pirard avait trouvé la force nécessaire pour lutter seul pendant 6 ans contre Marie Alacoque, le Sacré-Cœur de Jésus, les Jésuites et son évêque. Chapitre 29. Un ambitieux. Il n'y a plus qu'une seule noblesse, c'est le titre de duc. Marquis est ridicule, au mot duc on tourne la tête. Edinburgh Review. L'abbé fut étonné de l'air noble et du ton presque gai du marquis. Cependant ce futur ministre le recevait sans aucune de ces petites façons de grand seigneur, si polies, mais si impertinentes pour qui les comprend.
C'eût été du temps perdu, et le marquis était assez avandant. Les grandes affaires pour n'avoir point de temps à perdre. Depuis 6 mois, il intriguait pour faire accepter à la fois au roi et à la nation un certain ministère qui, par reconnaissance, le ferait duc. Le marquis demandait en vain, depuis de longues années, à son avocat de Besançon un travail clair et précis sur ses procès de Franche-Comté. Comment l'avocat célèbre les lui eût-il expliqué, s'il ne les comprenait pas lui-même? Le petit carré de papier que lui remit l'abbé expliquait tout. Mon cher abbé, lui dit le marquis, après avoir expédié en moins de 5 minutes toutes les formules de politesse et d'interrogation sur les choses personnelles, mon cher abbé, au milieu de ma prétendue prospérité, il me manque du temps pour m'occuper sérieusement de deux petites choses assez importantes pourtant, ma famille et mes affaires. Je soigne en grand la fortune de ma maison, je puis la porter loin, je soigne mes plaisirs, et c'est ce qui doit passer avant tout, du moins à mes yeux, ajouta-t-il en surprenant de l'étonnement dans ceux de l'abbé Pirard. Quoi comme de sang, l'abbé était émerveillé de voir un vieillard parler si franchement de ses plaisirs. Le travail existe sans doute à Paris, continua le grand seigneur, mais perché au 5e étage, et dès que je me rapproche d'un homme, il prend un appartement au second, et la femme prend un jour par conséquent plus de travail, plus d'efforts que pour être ou paraître un homme du monde. C'est là leur unique affaire dès qu'ils ont du pain. Pour mes procès, exactement parlant, et encore pour chaque procès pris à part, j'ai des avocats qui se tuent, il m'en est mort un de la poitrine avant-hier. Mais, pour mes affaires en général, croiriez-vous, monsieur, que, depuis 3 ans, j'ai renoncé à trouver un homme qui, pendant qu'il écrit pour moi, daigne songer un peu sérieusement à ce qu'il fait. Au reste, tout ceci n'est qu'une préface. Je vous estime, et j'oserais ajouter, quoique vous voyant pour la première fois, je vous aime. Voulez-vous être mon secrétaire, avec 8 000 francs d'appointement ou bien avec le double? J'y gagnerai. Encore, je vous jure, et je fais mon affaire de vous conserver votre belle cure, pour le jour où nous ne nous conviendrons plus. L'abbé refusa, mais vers la fin de la conversation le véritable embarras où il voyait le marquis lui suggéra une idée. J'ai laissé au fond de mon séminaire, dit-il au marquis, un pauvre jeune homme, qui, si je ne me trompe, va y être rudement persécuté. S'il n'était qu'un simple religieux, il serait déjà tiré bas in pace tiré bas. Jusqu'ici ce jeune homme ne sait que le latin et l'écriture sainte, mais il n'est pas impossible qu'un jour il déploie de grands talents soit pour la prédication, soit pour la direction des âmes. J'ignore ce qu'il fera, mais il a le feu sacré, il peut aller loin. Je comptais le donner à notre évêque, si jamais il nous en était venu un qui eût un peu de votre manière de voir les hommes et les affaires. D'où sort votre jeune homme? Dit le marquis. On le dit fils d'un charpentier de nos montagnes, mais je le croirais plutôt fils naturel de quelque homme riche. Je lui ai vu recevoir une lettre anonyme ou pseudonyme avec une lettre de change de 500 francs. Ah, c'est Julien Sorel, dit le marquis. D'où savez-vous son nom? Dit l'abbé étonné, et comme il rougissait de sa question. C'est ce que je ne vous dirai pas, répondit le marquis. Eh bien, reprit l'abbé, vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire, il a de l'énergie, de la raison, en un mot, c'est un essai à tenter. Pourquoi pas? Dit le marquis, mais serait-ce un homme à se laisser graisser la patte par le préfet de police ou par tout autre pour faire l'espion chez moi? Voilà toute mon objection. D'après les assurances favorables de l'abbé Pirard, le marquis prit un billet de 1000 francs. Envoyez ce viatique à Julien Sorel, faites-le-moi venir. L'habitude d'habiter Paris doit, en effet, monsieur le marquis, produire
Cette illusion dans votre esprit, vous ne connaissez pas parce que vous êtes dans une position sociale élevée, la tyrannie qui pèse sur nous. Autres pauvres provinciaux, et en particulier sur les prêtres non amis des jésuites. On ne voudra pas laisser partir Julien Sorel, on saura se couvrir des prétextes les plus habiles, on me répondra qu'il est malade. La poste aura perdu les lettres, etc., etc. Je prendrai un de ces jours une lettre du ministre à l'évêque, dit le marquis. J'oubliais une précaution, dit l'abbé, ce jeune homme quoique n'est bien bas a le cœur haut, il ne sera d'aucune utilité dans vos affaires si l'on effarouche son orgueil, vous le rendriez stupide. Ceci me plaît, dit le marquis, j'en ferai le camarade de mon fils. Cela suffira-t-il? Quelque temps après, Julien reçut une lettre d'une écriture inconnue. Portant le timbre de Châlons, il y trouva un mandat sur un marchand de Besançon, et l'avis de se rendre à Paris sans délai. La lettre était signée d'un nom supposé, mais en l'ouvrant Julien avait tressailli, une grosse tache d'encre était tombée au milieu du 13e mot. C'était le signal dont il était convenu avec l'abbé Pirard. Moins d'une heure après, Julien fut appelé à l'évêché où il se vit accueillir avec une bonté toute paternelle. Tout en citant Horace, Monseigneur lui fit, sur les hautes destinées qui l'attendaient à Paris, des compliments fort adroits et qui, pour remerciement, attendaient des explications. Julien ne put rien dire, d'abord parce qu'il ne savait rien et Monseigneur prit beaucoup de considération pour lui. Un des petits prêtres de l'évêché écrivit au maire qui se hâta d'apporter lui-même un passeport signé, mais où l'on avait laissé en blanc le nom du voyageur. Le soir avant minuit, Julien était chez Fouquet, dont l'esprit sage fut plus étonné que charmé de l'avenir qui semblait attendre son ami. Cela finira pour toi, dit cet électeur libéral, par une place de gouvernement, qui t'obligera à quelque démarche qui sera vilipendée dans les journaux. C'est par ta honte que j'aurai de tes nouvelles. Rappelle-toi que, même financièrement parlant, il vaut mieux gagner 100 louis dans un bon commerce de bois, dont on est le maître, que de recevoir 4000 francs d'un gouvernement fût-il celui du roi Salomon. Julien ne vit dans tout cela que la petitesse d'esprit d'un bourgeois de campagne. Il allait enfin paraître sur le théâtre des grandes choses. Il aimait mieux moins de certitude et des chances plus vastes. Dans ce cœur-là il n'y avait plus la moindre peur de mourir de faim. Le bonheur d'aller à Paris, qu'il se figurait peuplé de gens d'esprit fort, intrigants, fort hypocrites, mais aussi polis que l'évêque de Besançon, et que l'évêque d'Agde éclipsait tout à ses yeux. Il se représenta humblement à son ami, comme privé de son libre arbitre par la lettre de l'abbé Pirard. Le lendemain vers midi, il arriva dans Verrières le plus heureux des hommes, il comptait revoir Madame de Rênal. Il alla d'abord chez son premier protecteur, le bon abbé Chélan. Il trouva une réception sévère. Croyez-vous m'avoir quelque obligation? Lui dit monsieur Chélan, sans répondre à son salut. Vous allez déjeuner avec moi, pendant ce temps on ira vous louer un autre cheval, et vous quitterez Verrières, sans y voir personne. Entendre c'est obéir, répondit Julien avec une mine de séminaire, et il ne fut plus question que de théologie et de belle latinité. Il monta à cheval, fit une lieue, après quoi apercevant un bois, et personne pour l'y voir entrer, il s'y enfonça. Au coucher du soleil, il renvoya le cheval par un paysan à la porte voisine. Plus tard, il entra chez un vigneron qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre, en la portant jusqu'au petit bois qui domine le cours de la Fidélité, à Verrières. Je suis un pauvre conscrit réfractaire. Ou un contrebandier, dit le paysan, en prenant congé de lui, mais peu m'importe. Mon échelle est bien payée, et moi-même je ne suis pas sans avoir passé quelques mouvements de montre en ma vie.
La nuit était fort noire. Vers 1 heure du matin, Julien, chargé de son échelle, entra dans Verrières. Il descendit le plus tôt qu'il put dans le lit du torrent qui traverse les magnifiques jardins de Monsieur de Rênal à une profondeur de 10 pieds, et contenu entre 2 murs. Julien monta facilement avec l'échelle. Quel accueil me feront les chiens de garde? Pensait-il. Toute la question est là. Les chiens aboyèrent, et s'avancèrent au galop sur lui, mais il siffla doucement, et ils vinrent le caresser, remontant alors de terrasse en terrasse, quoique toutes les grilles fussent fermées, il lui fut facile d'arriver jusque sous la fenêtre de la chambre à coucher de Madame de Rênal qui, du côté du jardin, n'est élevée que de 8 ou 10 pieds au-dessus du sol. Il y avait au volet une petite ouverture en forme de cœur que Julien connaissait bien. À son grand chagrin, cette petite ouverture n'était pas éclairée par la lumière intérieure d'une veilleuse. Grand Dieu, se dit-il, cette nuit, cette chambre n'est pas occupée par Madame de Rênal. Où sera-t-elle couchée? La famille est à Verrières. Puisque j'ai trouvé les chiens, mais je puis rencontrer dans cette chambre, sans veilleuse, Monsieur de Rênal lui-même ou un étranger, et alors? Quel esclandre! Le plus prudent était de se retirer, mais ce parti fit horreur à Julien. Si c'est un étranger, je me sauverai à toutes jambes, abandonnant mon échelle, mais si c'est elle, quelle réception m'attend? Elle est tombée dans le repentir et dans la plus haute piété, je n'en puis douter, mais enfin, elle a encore quelques souvenirs de moi, puisqu'elle vient de m'écrire. Cette raison le décida. Le cœur tremblant, mais cependant résolu à périr ou à la voir, il jeta de petits cailloux contre le volet, point de réponse. Il appuya son échelle à côté de la fenêtre, et frappa lui-même contre le volet. D'abord doucement, puis plus fort. Quelque obscurité qu'il fasse, on peut me tirer un coup de fusil, pensa Julien. Cette idée réduisit l'entreprise folle à une question de bravoure. Cette chambre est inhabitée cette nuit, pensa-t-il, ou quelle que soit la personne qui y couche, elle est éveillée maintenant. Ainsi plus rien à ménager envers elle, il faut seulement tâcher de n'être pas entendu par les personnes qui couchent dans les autres chambres. Il descendit, plaça son échelle contre un des volets, remonta et passant la main dans l'ouverture en forme de cœur, il eut le bonheur de trouver assez vite le fil de fer attaché au crochet qui fermait le volet. Il tira ce fil de fer, ce fut avec une joie inexprimable qu'il sentit que ce volet n'était plus retenu et cédait à son effort. Il faut l'ouvrir petit à petit, et faire reconnaître ma voix. Il ouvrit le volet assez pour passer la tête, et en répétant à voix basse, c'est un ami. Il s'assura, en prêtant l'oreille, que rien ne troublait le silence profond de la chambre. Mais décidément, il n'y avait point de veilleuse. Même à demi éteinte, dans la cheminée, c'était un bien mauvais signe. Gare le coup de fusil. Il réfléchit un peu, puis, avec le doigt, il osa frapper contre la vitre, pas de réponse, il frappa plus fort. Quand je devrais casser la vitre, il faut en finir. Comme il frappait très fort, il crut entrevoir, au milieu de l'extrême obscurité comme une ombre blanche qui traversait la chambrée. Enfin, il n'y eut plus de doute, il vit une ombre qui semblait s'avancer avec une extrême lenteur. Tout à coup il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son œil. Il tressaillit, et s'éloigna un peu. Mais la nuit était tellement noire que, même à cette distance, il ne put distinguer si c'était Madame de Rênal. Il craignait un premier cri d'alarme. Depuis un moment, il entendait les chiens rôder et gronder à demi autour du pied de son échelle. C'est moi, répétait-il assez haut, un ami. Pas de réponse, le fantôme blanc avait disparu. Daignez m'ouvrir, il faut que je vous parle, je suis trop malheureux. Et il frappait de façon à briser la vitre.
Un petit bruit sec se fit entendre, l'espagnolette de la fenêtre cédait. Il poussa la croisée, et sauta légèrement dans la chambre. Le fantôme blanc s'éloignait, il lui prit les bras, c'était une femme. Toutes ses idées de courage s'évanouirent. Si c'est elle, que va-t-elle dire? Que devint-il, quand il comprit à un petit cri que c'était Madame de Rênal? Il la serra dans ses bras, elle tremblait, et avait à peine la force de le repousser. Malheureux, que faites-vous? À peine si sa voix convulsive pouvait articuler ces mots. Julien y vit l'indignation la plus vraie. Je viens vous voir après 14 mois d'une cruelle séparation. Sortez, quittez-moi à l'instant. Ah, monsieur, Chélan, pourquoi m'avoir empêché de lui écrire? J'aurais prévenu cette horreur. Elle le repoussa, avec une force vraiment extraordinaire. Je me repens de mon crime, le ciel a daigné m'éclairer, répétait-elle d'une voix entrecoupée. Sortez, fuyez. Après 14 mois de malheur, je ne vous quitterai certainement pas. Sans vous avoir parlé. Je veux savoir tout ce que vous avez fait. Ah, je vous ai assez aimé pour mériter cette confidence. Je veux tout savoir. Malgré Madame de Rênal, ce ton d'autorité avait de l'empire sur son cœur. Julien, qui la tenait serrée avec passion, et résistait à ses efforts pour se dégager, cessa de la presser dans ses bras. Ce mouvement rassura un peu Madame de Rênal. Je vais retirer l'échelle, dit-il, pour qu'elle ne nous compromette pas si quelque domestique, éveillé par le bruit, fait une ronde. Ah, sortez, sortez au contraire, lui dit-on avec une véritable colère. Que m'importent les hommes? C'est Dieu qui voit l'affreuse scène que vous me faites et qui m'en punira. Vous abusez lâchement des sentiments que j'eus pour vous, mais que je n'ai plus. Entendez-vous, monsieur Julien? Il retirait l'échelle fort lentement pour ne pas faire de bruit. Ton mari est-il à la ville? Lui dit-il, non pour la braver mais emporté par l'ancienne habitude. Ne me parlez pas ainsi, de grâce, ou j'appelle mon mari. Je ne suis déjà que trop coupable de ne pas vous avoir chassé, quoi qu'il pût en arriver. J'ai pitié de vous, lui dit-elle, cherchant à blesser son orgueil qu'elle connaissait si irritable. Ce refus de tutoiement, cette façon brusque de briser un lien si tendre, et sur lequel il comptait encore, portèrent jusqu'au délire le transport d'amour de Julien. Quoi, est-il possible que vous ne m'aimiez plus? Lui dit-il avec un de ces accents du cœur, si difficile à écouter de sang-froid. Elle ne répondit pas, pour lui, il pleurait amèrement. Réellement, il n'avait plus la force de parler. Ainsi je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. À quoi bon vivre désormais? Tout son courage l'avait quitté dès qu'il n'avait plus eu à craindre le danger de rencontrer un homme, tout avait disparu de son cœur, hors l'amour. Il pleura longtemps en silence, elle entendait le bruit de ses sanglots. Il prit sa main, elle voulut la retirer, et cependant, après quelques mouvements presque convulsifs, elle la lui laissa. L'obscurité était extrême, ils se trouvaient l'un et l'autre assis sur le lit de Madame de Rênal. Quelle différence avec ce qui était il y a 14 mois, pensa Julien. Et ses larmes redoublèrent. Ainsi l'absence détruit sûrement tous les sentiments de l'homme. Il vaut mieux m'en aller. Daignez me dire ce qui vous est arrivé, dit enfin Julien d'une voix presque éteinte par la douleur. Sans doute, répondit Madame de Rênal d'une voix dure, et dont l'accent avait quelque chose de sec et de reprochant pour Julien, mais égarement était connu dans la ville, lors de votre départ. Il y avait eu tant d'imprudence dans vos démarches. Quelque temps après, alors j'étais au désespoir, le respectable monsieur Chélan vint me voir. Ce fut en vain que, pendant longtemps, il voulut obtenir un aveu. Un jour, il eut l'idée de me conduire dans cette église de Dijon, où j'ai fait ma première communion. Là, il osa parler le premier. Madame de Rênal fut interrompue par ses larmes. Quel moment de honte!
J'avouai tout. Cet homme si bon daigna ne point m'accabler du poids de son indignation, il s'affligea avec moi. Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer, je les cachais soigneusement, et quand j'étais trop malheureuse, je m'enfermais dans ma chambre et relisais mes lettres. Enfin, monsieur Chélan obtint que je les lui remettrais. Quelques-unes, écrites avec un peu plus de prudence, vous avaient été envoyées, vous ne me répondiez point. Jamais, je te jure, je n'ai reçu aucune lettre de toi au séminaire. Grand Dieu, qui les aura interceptées. Juge de ma douleur, avant le jour où je t'aperçus à la cathédrale, je ne savais si tu vivais encore. Dieu me fit la grâce de comprendre combien je péchais envers lui. Envers mes enfants, envers mon mari, reprit Madame de Rênal. Il ne m'a jamais aimé comme je croyais alors que vous m'aimiez. Julien se précipita dans ses bras, réellement sans projet et hors de lui. Mais Madame de Rênal le repoussa, et continuant avec assez de fermeté. Mon respectable ami monsieur Chélan me fit comprendre qu'en épousant monsieur de Rênal, je lui avais engagé toutes mes affections, même celles que je ne connaissais pas, et que je n'avais jamais éprouvées avant une liaison fatale. Depuis le grand sacrifice de ces lettres, qui m'étaient si chères, ma vie s'est écoulée sinon heureusement, du moins avec assez de tranquillité. Ne la troublez point, soyez un ami pour moi, le meilleur de mes amis. Julien couvrit ses mains de baisers, elle sentit qu'il pleurait encore. Ne pleurez point, vous me faites tant de peine. Dites-moi à votre tour ce que vous avez fait. Julien ne pouvait parler. Je veux savoir votre genre de vie au séminaire, répéta-t-elle, puis vous en irez. Sans penser à ce qu'il racontait, Julien parla des intrigues et des jalousies sans nombre qu'il avait d'abord rencontrées, puis de sa vie plus tranquille depuis qu'il avait été nommé répétiteur. Ce fut alors, ajouta-t-il, qu'après un long silence, qui sans doute était destiné à me faire comprendre ce que je vois trop aujourd'hui, que vous ne m'aimiez plus et que j'étais devenu indifférent pour vous. Madame de Rênal serra ses mains. Ce fut alors que vous m'envoyâtes une somme de 500 francs. Jamais, dit Madame de Rênal. C'était une lettre timbrée de Paris et signée Paul Sorel afin de déjouer tous les soupçons. Il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre. La position morale changea. Sans le savoir, Madame de Rênal et Julien avaient quitté le ton solennel, ils étaient revenus à celui d'une tendre amitié. Ils ne se voyaient point, tant l'obscurité était profonde, mais le son de la voix disait tout. Julien passa le bras autour de la taille de son amie, ce mouvement avait bien des dangers. Elle essaya d'éloigner le bras de Julien, qui avec assez d'habileté, attira son attention dans ce moment par une circonstance intéressante de son récit. Ce bras fut comme oublié et resta dans la position qu'il occupait. Après bien des conjectures sur l'origine de la lettre aux 500 francs, Julien avait repris son récit, il devenait un peu plus maître de lui en parlant de sa vie passée, qui auprès de ce qui lui arrivait en cet instant, l'intéressait si peu. Son attention se fixa tout entière sur la manière dont allait finir sa visite. Vous allez sortir, lui disait-on toujours, de temps en temps, et avec un accent bref. Quelle honte pour moi si je suis éconduit. Ce sera un remords à empoisonner toute ma vie, se disait-il, jamais elle ne m'écrira. Dieu sait quand je reviendrai en ce pays. De ce moment tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de Julien disparut rapidement de son cœur. Assis à côté d'une femme qu'il adorait, la serrant presque dans ses bras, dans cette chambre où il avait été si heureux, au milieu d'une obscurité profonde, distinguant fort bien que depuis un moment elle pleurait, sentant, au mouvement de sa poitrine, qu'elle avait des sanglots, il eut le malheur de devenir un froid politique presque aussi
calculant et aussi froid que lorsque, dans la cour du séminaire, il se voyait en butte à quelque mauvaise plaisanterie de la part d'un de ses camarades plus fort que lui. Julien faisait durer son récit, et parlait de la vie malheureuse qu'il avait menée depuis son départ de Verrières. Ainsi, se disait madame de Rênal, après un an d'absence privée presque entièrement de marques de souvenirs, tandis que moi je l'oubliais, il n'était occupé que des jours heureux qu'il avait trouvés à Vergy. Ses sanglots redoublaient. Julien vit le succès de son récit. Il comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource. Il arriva brusquement à la lettre qu'il venait de recevoir de Paris. J'ai pris congé de monseigneur l'évêque. Quoi, vous ne retournez pas à Besançon? Vous nous quittez pour toujours? Oui, répondit Julien, d'un ton résolu, oui, j'abandonne un pays où je suis oublié même de ce que j'ai le plus aimé en ma vie, et je le quitte pour ne jamais le revoir. Je vais à Paris. Tu vas à Paris, s'écria assez haut madame de Rênal. Sa voix était presque étouffée par les larmes, et montrait tout l'excès de son trouble. Julien avait besoin de cet encouragement. Il allait tenter une démarche qui pouvait tout décider contre lui, et avant cette exclamation, n'y voyant point, il ignorait absolument l'effet qu'il parvenait à produire. Il n'hésita plus, la crainte du remords lui donnait tout empire sur lui-même. Il ajouta froidement en se levant: oui, madame, je vous quitte pour toujours, soyez heureuse, adieu. Il fit quelques pas vers la fenêtre, déjà il l'ouvrait. Madame de Rênal s'élança vers lui. Il sentit sa tête sur son épaule et qu'elle le serrait dans ses bras, en collant sa joue contre la sienne. Ainsi, après 3 heures de dialogue, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les 2 premières. Un peu plus tôt, arrivé, le retour aux sentiments tendres, l'éclipse des remords chez madame de Rênal eût été un bonheur divin, ainsi obtenu avec art, ce ne fut plus qu'un triomphe. Julien voulut absolument, contre les instances de son ami, allumer la veilleuse. Veux-tu donc, lui disait-il, qu'il ne me reste aucun souvenir de t'avoir vu? L'amour qui est sans doute dans ses yeux charmants sera donc perdu pour moi. La blancheur de cette jolie main me sera donc invisible. Songe que je te quitte pour bien longtemps peut-être. Quelle honte, se disait madame de Rênal, mais elle n'avait rien à refuser à cette idée de séparation pour toujours qui la faisait fondre en larmes. L'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne à l'orient de Verrières. Au lieu de s'en aller, Julien, ivre de volupté, demanda à madame de Rênal de passer toute la journée cachée dans sa chambre, et de ne partir que la nuit suivante. Et pourquoi pas, répondit-elle. Cette fatale rechute m'ôte toute estime pour moi, et fait à jamais mon malheur, et elle le pressait contre son cœur avec ravissement. Mon mari n'est plus le même, il a des soupçons, il croit que je l'ai mené dans toute cette affaire, et se montre fort piqué contre moi. S'il entend le moindre bruit, je suis perdu, il me chassera comme une malheureuse que je suis. Ah, voilà une phrase de monsieur Chélan, dit Julien, tu ne m'aurais pas parlé ainsi avant ce cruel départ pour le séminaire, tu m'aimais alors. Julien fut récompensé du sang-froid qu'il avait mis dans ce mot. Il vit son ami oublier en un clin d'œil le danger que la présence de son mari lui faisait courir pour songer au danger bien plus grand de voir Julien douter de son amour. Le jour croissait rapidement et éclairait vivement la chambre. Julien retrouva toutes les voluptés de l'orgueil, lorsqu'il put revoir dans ses bras et presque à ses pieds, cette femme charmante. La seule qu'il eût aimée et qui, peu d'heures auparavant, était tout entière à la crainte d'un Dieu terrible et à l'amour de ses devoirs. Des résolutions fortifiées par un an de constance n'avaient pu tenir devant son courage. Bientôt on entendit du bruit dans la maison, une chose à laquelle elle
N'avait pas songé vint troubler madame de Rênal. Cette méchante Élisa va entrer dans la chambre, que faire de cette énorme échelle? Dit-elle à son amie, ou la cacher? Je vais la porter au grenier, s'écria-t-elle tout à coup, avec une sorte d'enjouement. C'est là ta physionomie d'autrefois, dit Julien ravi. Mais il faut passer dans la chambre du domestique. Je laisserai l'échelle dans le corridor, j'appellerai le domestique et lui donnerai une commission. Songe à préparer un mot pour le cas où le domestique passant devant l'échelle, dans le corridor, la remarquera. Oui, mon ange, dit madame de Rênal en lui donnant un baiser. Toi, songez à te cacher bien vite sous le lit, si, pendant mon absence, Élisa entre ici. Julien fut étonné de cette gaieté soudaine. Ainsi, pensa-t-il, l'approche d'un danger matériel, loin de la troubler, lui rend sa gaieté, parce qu'elle oublie ses remords. Femme vraiment supérieure. Ah, voilà un cœur dans lequel il est glorieux de régner. Julien était ravi. Madame de Rênal prit l'échelle, elle était évidemment trop pesante pour elle. Julien allait à son secours, il admirait cette taille élégantée, qui était si loin d'annoncer de la force, lorsque tout à coup, sans aide, elle saisit l'échelle, et l'enleva comme elle eût fait une chaise. Elle la porta rapidement dans le corridor du 3e étage où elle la coucha le long du mur. Elle appela le domestique, et pour lui laisser le temps de s'habiller, monta au colombier. 5 minutes après, à son retour dans le corridor, elle ne trouva plus l'échelle. Qu'était-elle devenue? Si Julien eût été hors de la maison, ce danger ne l'eût guère touché. Mais, dans ce moment, si son mari voyait cette échelle, cet incide pouvait être abominable. Madame de Rênal courait partout. Enfin, elle découvrit cette échelle sous le toit où le domestique l'avait portée et même cachée. Cette circonstance était singulière, autrefois. Elle l'eut alarmée. Que m'importe, pensa-t-elle, ce qui peut arriver dans 24 heures, quand Julien sera parti. Tout ne sera-t-il pas alors pour moi? Horreur et remords. Elle avait comme une idée vague de devoir quitter la vie, mais qu'importe. Après une séparation qu'elle avait crue éternelle, il lui était rendu, elle le revoyait, et ce qu'il avait fait pour parvenir jusqu'à elle montrait tant d'amour. En racontant l'événement de l'échelle à Julien. Que répondrai-je à mon mari, lui dit-elle, si le domestique lui conte qu'il a trouvé cette échelle? Elle rêva un instant.